Bonjour les gars, du coup quatrième épisode du podcast Rotalk avec Corentin comme d'habitude et notre invité du jour Marie. Je vais laisser te présenter Marie. Coucou tout le monde. Moi, je suis la fondatrice de Team Butcher. Je suis entraîneur et préparatrice physique merci pour cette invitation. Bah, avec plaisir. C'était important pour nous de donner la parole dans nos premiers invités, parce que du coup, tu nous coaches tous les deux, Ouais, et on te trouve très forte. Et du coup, on voulait que tu puisses parler un petit peu. Bah, déjà, peut-être nous parler un peu de ton parcours, puisque dans les coachs en SL, tu as quand même un gros parcours académique déjà. Donc, peut-être nous parler de ça. bac S, spé physique. Alors à la base, je me prédestinais pas du tout à faire de l'entraînement, surtout aussi spécifique de la force ou quoi. À la base, moi, si je devais enseigner, ça devait être dans l'équitation. Et avec moult discussions sur mon projet avec les personnes de mon lycée ou ma famille, personne ne me voyait trop là-dedans. Au final, après, j'avais deux autres parcours qui s'ouvraient à moi. C'était la physique, enfin plutôt la chimie spécifiquement, ou l'aviation dans le domaine d'être aiguilleur du ciel. Vous savez, c'est les gens dans les tours de contrôle. Ok. À la base, j'ai appris qu'il fallait faire une prépa maths et c'est là que mon avenir, il m'a dit, bah, en fait, ma belle. J'adorais le sport, c'était vraiment quelque chose qui me permettait de pas mal évacuer et de vraiment de me décharger et de rester concentrée quand j'étais en cours ou quoi. Au-delà de ça, j'étais toujours fourrée au cheval dans mes années de lycée et même encore plus récemment sur toutes mes années de licence. Et en fait, ça, c'est ma documentaliste au CDI. Vous savez, c'est les dames du CDI qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne prétenderais pas faire STAPS? Je connaissais pas du tout. Et en fait, en me renseignant sur mon année de terminale, j'ai pu découvrir ce que c'était, voir qu'il y avait quand même pas mal de sports, etc. Et qu'en fait, au-delà de tout l'apprentissage sportif qu'on nous vend sur les réseaux ou quoi que ce soit, et que c'est la licence du sport où on fait que pratiquer, j'ai découvert une vraie accroche à tout ce qui était performance, analyse, et sur mes premières années, surtout sur la pédagogie, parce que j'en reviendrai après, mais j'ai quand même fait trois facs en Île-de-France, je suis un peu le guide Michelin maintenant, si vous avez besoin. Et en fait, du coup, je rentre en STAPS en 2019 à Champs-sur-Marne. Je fais ma L1 et ma L2. Je quitte Champs-sur-Marne parce que pour rentrer en L3, je voulais faire la mention entraînement sportif qui n'était pas présente là-bas. Sauf que, bah, en fait, à la base, moi, j'allais à Champs parce que j'étais prise à Bobigny, mais Champs, c'était quand même un campus qui me faisait un peu plus rêver. Et en fait, bah, comme tout le monde, tu prends pas forcément tout le temps de te renseigner sur ce que tu veux faire plus tard. Puis bon, 3 ans, c'est quand même loin. Par chance, j'arrive à changer de campus en L3 et je réatterris à Bobigny. Tous les signes du destin sont liés. Et quand je rentre à Bobigny, on me dit, faudra que tu fasses gaffe parce que les gens qui sont là, ils sont spécialisés depuis un an en entraînement, faut que tu suives, etc. T'arrives, on te met un peu la pression. Et en fait, au final, j'étais majeure de promo. Excellent. Et après, du coup, je pars de Bobigny pour faire mon master EOPS à Paris Descartes, anciennement, qui est de nouveau maintenant Paris Cité. Ouais, Je pense que j'ai vécu le M1 et l'année la plus dure de ma vie en termes de travail et de connaissances. J'avais l'impression d'être en PACES, tellement il y avait de connaissances physiologie approfondies. On en était venu à apprendre la fabrication cellulaire au niveau de l'embryon, donc de l'œuf, donc la fabrication du volet musculaire, enfin voilà, des trucs qui te servent pas dans la vie de tous les jours et que hmm, tu peux difficilement placer en conversation mondaine. Et ensuite, bah, j'ai fait mon master 2, que j'ai fait un master de professionnel, pas de recherche, où du coup j'étais beaucoup plus spécifique au terrain et cette année-là, j'ai aussi créé Butcher en tant qu'identité micro-entreprise et je l'ai ok. réellement approfondi du coup en septembre 2024. Ok. Ok. Et Ops, pour les gens qui savent pas ce que c'est, qu'est-ce Ouais, que. entraînement et optimisation Hmm. de la performance sportive. Et Ok. le mien avait même un volet nutrition. C'était POPSN, c'était optimisation de la performance sportive et de la nutrition. Ok, ouais, du coup, très très intéressant, ouais. Et pour petit disclaimer, j'ai aucune légitimité à faire des régimes sportifs ou quoi que ce soit. Je ne suis qu'apte à faire du conseil. Ouais. Voilà, comme ça. Ouais, c'est ça, faut préciser parce que les gens ils aiment bien après. Ok, bah hyper intéressant. Après tout ça, qu'est-ce qui t'a amené concrètement à amener les deux des trois meilleurs moins de 66 au monde sur un podium, En genre fait, qu'est-ce que c'est c'est un quoi ton peu. parcours après tes études qui t'a amené à là? En fait, j'ai été liée au street depuis mon master. Ok. Parce qu'en fait, j'ai commencé à m'entraîner sur Villepinte, au Fitness Park, pendant ma L3. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'approfondir mes connaissances sur la musculation. Je me suis inscrite à la salle. Et puis, en fait, plus je prenais goût et plus je me disais, en fait, c'est pas mal de soulever lourd et de faire peu de reps.
ça me plaît bien. Et en fait, de fil en aiguille, je rencontre des personnes de la SWAT, je rencontre Julien, je rencontre Walid. Hmm. Et en fait, de fil en aiguille, on se lie d'amitié. Et en fait, quand je vais à la première FNSL, donc pour moi, donc FNSL 2022, je dis à Julien, ouais, laisse-moi te coacher, genre, laisse-moi Hmm. essayer ça. Donc au Hmm. final, il me donne que les tractions, puis traction muscle up, puis traction. Et puis en fait, après, il finit par me donner la poussée. Et du coup, pour les Worlds 2023, j'ai déjà tout. Je crois que sur Ok. janvier, je crois que aux alentours de avril-mai, j'ai tous les mouvements. Et les Worlds sont en octobre. Et du coup, en fait, on finit par aller à Cologne tous les deux. Walid devait prétendre aussi à Cologne, mais du Hmm. coup, il a eu son accident de moto et à l'époque, il était avec la SWAT, donc je pouvais que l'encourager et lui dire vous allez vous retrouver sur la plateforme tous les trois, ça va être génial avec Ashura. Du coup, entre-temps, bah, Walid récupère de son accident. Il se passe le drame qu'il y a eu à Eskov où Stanley décède. Donc, Walid perd son coach sur la poussée et il vient vers moi vers décembre-janvier 2025 en me disant, écoute, on n'avait qu'un seul objectif avec Stanley, c'était de reprendre les Worlds et d'achever ce qui n'a pas été fait il y a 2 ans. Et je lui dis, écoute, je t'emmènerai au World. Et du coup, on bosse. En juin, il part avec toute sa petite équipe des SLS que je salue. Je sais pas s'ils regarderont ça, mais je les salue. Il part en Belgique avec Julien aussi, qui gère le match puisque moi je suis avec Corentin pour la FNSL à Lorient. Et du coup, je suis en parallèle un peu le match. Et j'avais dit à Walid, c'est une anecdote ça, tu sors pas 130 parce que enfin, ça sert à rien, reste réserviste. Je me rappelle, Et, euh, t'en et, parlais. on connaît tous son réel où il commence son réel par sa div, il finit, il est comme ça. Ouais, le même. Et du coup, on repart sur la prépa après des Worlds. Je suis hyper contente. De toute façon, je pouvais pas l'en empêcher. Je savais que les trucs sur lesquels je pouvais pas l'en empêcher, bah, comme au World où j'avais dit 140, ça sera pas possible parce que la plaque jaune, c'est pas du tout la même chose que de faire 137 parce que la densité des poids, c'est pas du tout la même. Ça a pas loupé, je l'avais prévenu, j'avais prévenu Matt, mais Matt il m'a dit j'ai pas pu l'en empêcher. Et mais 135, il l'avait easy dans les pattes, même Ouais, 137. franchement, Et il a raté à rien en vrai. ouais. Et après, bah du coup, Walid finit second sur le podium avec 446. Donc Walid il PR au total et Julien il finit troisième avec 440. Ouais. Oui, oui, c'est absolument. Avec beaucoup de marge en plus, 440. Bah écoute, en vrai, c'est trop bien. Et est-ce que tu penses que, du coup, l'écosystème où t'étais, c'était Villepinte, tu penses que si t'étais dans un autre écosystème, avec beaucoup moins le street, toutes ces personnalités, tu serais allé aussi loin en tant que coach dans ce domaine? Bah après ça c'est un peu une philosophie de vie, mais je pense que dans la vie il n'y a pas de hasard et je pense que Hmm. si j'avais été ailleurs, je pense que je me serais retrouvée peut-être plus orientée dans la force rapidement. Quand je dis la force, c'est la force en général, c'est pas forcément la FA. Après, est-ce que j'aurais eu le parcours que j'ai actuellement? Je sais pas. Je suis incapable de le dire, mais je m'estime hyper heureuse de les avoir Hmm. dans ma vie et dans mon, dans mon équipe et qui me fassent confiance au quotidien parce que bah on vit dans un monde dans le street où c'est un monde très masculin et en vrai ils me font confiance aveuglément Hmm. bah comme beaucoup maintenant parce que j'ai majoritairement des hommes que j'entraîne. Mention spéciale à Inès et Zoé qui sont les deux seules féminines que j'ai encore actuellement. Et Il faut. qui. Ah non, et Charlotte, mon petite power aussi. Et Charlotte que j'ai aussi. Mention spéciale à ces trois-là, avec qui je suis très contente de faire ma petite mixité chez Butcher, mais la majorité Ouais. des personnes que je coach, c'est des hommes, et en vrai, je pense que dans l'ego de beaucoup, c'est pas facile de se dire, bah, elle fait pas de MU bar, Hmm. Hmm. la meuf, elle soulève pas 140 kilos en dips, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre de la vie, en fait? Ouais. Enfin, c'était un raisonnement idiot au possible. Ton coach, il a pas besoin d'être, même de manière générale, sans parler de homme-femme, de base, ton coach, il a pas besoin d'être world champion pour être bon en coaching. Donc ça revient au même pour ce qui est de Marie, même si tu pratiques pas le MU bar, c'est pas pour ça que t'es pas capable d'analyser le mouvement, comprendre sa biomécanique, enfin tout ça, tu vois. Hmm. Donc s'arrêter à ça, c'est Mais tu pas sais, très je important. pense qu'il y a quelque chose qui est intrinsèquement lié au street et qui fait que les gens ont des attentes sur tout le monde et sur tout. C'est parce qu'en fait, je trouve que dans le street, beaucoup de gens ont des casquettes différentes. Il y a beaucoup de gens qui attendent des autres. Par exemple, t'es arbitre, Hmm. on Hmm. te dit ouais, t'arbitres, mais tu fais pas ci. Ouais, t'es arbitre, mais tu fais pas ça. Mais t'as déjà vu quelqu'un qui arbitre Roland Garros gagner Roland Garros?
c'est T'as déjà sûr. vu un arbitre de foot gagner la Ligue des Champions? Non, c'est vrai, on dit comme ça. En En fait, tout est vrai, mélangé, ouais. ouais, tout est mélangé et je pense il y a des choses que les gens se permettent de dire alors que tous les jours ils regardent le foot, quoi. Pas mon cas, mais Moi, c'est mon cas. Ah non, mais clairement. En fait, ouais, mais c'est parce que c'est encore un sport pas assez développé. Du coup, forcément, les gens, ils sont organisateurs, arbitres, coachs, athlètes, ils sont un peu tout, tu vois. Speakers, enfin, ils sont tout. Donc forcément, Et ça puis à crée une un peu époque, des amalgames. au début, t'avais quand même pas mal de top athlètes qui lançaient leur coaching. Ce qui est beaucoup moins le Hmm, cas maintenant, mais ils étaient beaucoup mis en avant. Et je pense que ça a renforcé dans l'idée des gens. Et aussi dans le fait que, hmm, quand c'est un sport de réseau, tu as beaucoup de gens qui sont fans de certains athlètes et qui se disent: ah, je veux à tout prix être coaché par lui, parce que je suis fan de lui, je suis fan de ses performances. C'est pas un gage de qualité en fait. Donc le sport au début, c'est aussi clairement. comme ça, et après, tu as des entités de coaching qui ont fait leur légitimité, etc. Et qui on sort de cette image, petit à petit. C'est ça. Et moi, je voulais juste revenir sur, du coup, le fait que t'es une coach féminin. Est-ce que t'as vu une évolution à tes débuts par rapport à la vision des autres sur toi et aujourd'hui? Est-ce que tu sentais au début qu'il y avait un problème en mode, ils te font moins confiance parce que t'es une femme peut-être ou pas, je sais pas. T'as senti un truc? je sais pas, j'ai jamais ressenti ça réellement parce que bah, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai tout de suite pu commencer déjà avec Julien. Et Julien, je l'ai Ok. directement emmené au World. Donc, en fait, et puis là, j'ai appris à connaître les gens aussi avant, peut-être par le biais amical, avant le biais professionnel. Ce qui fait qu'en fait, on m'a tout de suite connu en tant que personne physique avant d'être une personne morale. Donc, non, je pense que la vie des gens n'a pas trop changé. Je pense surtout que, comme tout le monde, tu vois, tu fais tes preuves et on se dit, bah, en fait, elle se fout pas elle se fout de la gueule de Hmm. personne, quoi. Ouais, c'est ça, tant qu'on fait ses preuves. Ok. Ouais, t'as pas eu ce problème pour t'intégrer au même titre que les autres coachs parce que t'es une meuf. Je pense surtout que ceux qui peuvent être réfractaires, ce seraient plutôt les athlètes. Et encore, au vu maintenant comment ça bouge Butcher, je pense que c'est de moins en moins le cas, ou du moins je suis très bien entourée et les personnes qui viennent me voir, c'est des gens qui ont des valeurs communes avec moi. Hmm. Donc en vrai, j'ai jamais trop eu de problème à ce sujet-là. Tant mieux. Ouais. Ok. Et bah Corentin, t'aurais un petit sujet à nous apporter du coup? Peut-être pour revenir sur le début, on peut peut-être passer à autre chose. Est-ce que tu penses, en quoi tu penses que ton parcours académique, parce que du coup, un master dans l'optimisation de la performance, etc., c'est un avantage pour toi actuellement en tant que coach? Parce que la plupart ont soit des BP ou des CQP, ou en autodidacte, comme moi. En quoi tu penses que vraiment il y a un avantage? L'avantage, c'est que sur bah, staff, déjà, c'est sur minimum 3 ans. Donc en 3 ans, tu as le temps d'en voir des choses, tu vois. L'idée, c'est que sur ma première année et ma deuxième année, j'ai eu beaucoup de cours sur la sociologie, j'ai eu beaucoup de cours de pédagogie. Donc en fait, j'ai appris à identifier peut-être des manières de parler aux gens, des manières de créer des... Alors plus de manière pédagogique et peut-être un peu plus enfantine, mais des situations qui vont te permettre de passer d'une chose à une autre, de travailler spécifiquement d'une chose à une autre, de faire évoluer les gens vers ce vers quoi tu veux les emmener. Tu as des cours d'anatomie assez poussés, je me souviens pas de tout malheureusement, mais j'espère me souvenir quand même du plus important. Tu as des cours, bon, l'histoire du sport, c'est pas non plus le truc le plus important dans ta vie, mais bon, c'est de la culture générale, mais bon, ça, j'avoue, c'est pas le truc qui m'a le plus marqué. Mais en master, surtout, autant tu as des choses qui sont très peu utiles, comme savoir comment se développe le feuillage musculaire dans un embryon, tu vois. Mais par contre, on a eu des cours beaucoup plus spécifiques sur la gestion des différents profils. Et par les différents profils, on parle pas seulement d'évoquer des personnes qui ont plus des profils de vitesse, des profils de force. Les gens, c'est aussi des personnes avec des moyens de communication. Hmm. Et ces moyens de communication, c'est aussi apprendre à parler avec eux, tu vois. Donc, on a de la prépa mentale, entre guillemets, qui est plus l'apprentissage des dialogues envers les différentes personnalités que tu peux rencontrer. On t'apprend à étudier des articles et pas seulement juste les lire et en faire ça va être très cliché ce que tu dis, mais en faire un réel en disant bah ça marche, ça marche pas. Hmm. On Hmm. t'apprend à lire entre les lignes. Est-ce que c'est anonyme? Est-ce que tu as un comment dire? Est-ce que c'est en double aveugle? Combien il y a de personnes qui participent? Est-ce que c'est mixte? Est-ce que c'est pas mixte? Combien de temps dure l'étude? C'est quoi les exercices? Est-ce que c'est spécifique réellement à ce que l'étude recherche? Ça t'apprend à avoir un vrai sens critique. Ça t'apprend à aller vite. Ça t'apprend à avoir une méthode de travail. On t'apprend aussi à pouvoir gérer des logiciels. La chance que j'ai eue en licence, c'est d'avoir des profs qui nous ont appris à faire de l'analyse vidéo poussée
bon, auquel je me sers plus actuellement, mais si je voulais, je pourrais m'en servir, de logiciels qui te permettent d'analyser en mettant des points clés, des arrêts sur image, etc. C'est plus facile avec des trucs d'hyper bonne qualité, donc WhatsApp n'est pas non plus le meilleur ingrédient pour pouvoir faire ça, enfin pour pouvoir générer ces vidéos-là. Mais maintenant, avec la technologie actuelle, tu peux le faire sur iPhone avec un très bon arrêt sur image et faire un peu l'analyse vidéo que tu veux. On t'apprend à gérer Excel. Moi, j'avoue que depuis ma L1, Excel, je me dis, mais ça me servira à rien. Aujourd'hui, je passe mes journées sur Google Sheet, donc en fait, je suis la plus heureuse du monde d'avoir eu des cours comme ça, quoi. C'est sûr. Ouais, Ok, donc on ok. voit que ça t'a quand même beaucoup apporté. Surtout, Ouais, je râle ouais, beaucoup de mon master, mais en vrai, il y a des choses que j'aurais jamais été voir de moi-même. Donc mm. au final, Ouais, ça Oui, peut au que final, aider en vrai. c'est ça. au final, c'est même pas l'aspect peut-être programmation, coaching qui semble être le plus important. Au vu de ce que tu dis, c'est en fait Mm. tous les à C'est côté. l'aspect humain en fait. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est Bah, comment communiquer avec la personne. Ouais. au PT, ils ont fait un post très récemment en disant qu'une programmation simple pouvait Mm. mieux fonctionner qu'une programmation très individualisée et ça par l'aspect pas motivationnel, mais comment la personne se met au jeu, se prend au jeu de sa Mm. programmation et s'investit. Et en fait, pour moi, l'investissement, ça passe par le lien humain, quoi. Comment tu veux que la personne elle soit investie si tu crées pas de lien et si toi, t'essayes pas de lâcher, je sais pas, une ou deux petites vannes ou de dire, bah là, ton athlète te dit, je vais pas bien, bah, pas forcément creuser au point de faire psychologue, mais lui dire, bah, j'espère que ça va aller, tiens-moi au courant. Clairement, ouais, c'est le côté humain en fait. C'est pas juste être des robots, envoyer des procs, des trucs comme ça. Dire t'es pas rep et tout, c'est genre vraiment un truc un peu plus profond que ça, tu vois. Ouais. Mais tous les Mm. coachs ont pas cette approche du métier. T'as une partie des coachs qui considèrent que cet aspect mental-là est pas vraiment de leur ressort et qui s'occupent vraiment de l'aspect Mm. factuel, qui envoie les preuves, envoie les retours, mais qui s'impliquent pas, on va dire, émotionnellement dans la relation avec l'athlète. Bon, c'est Ouais, clairement. personnellement pas comme ça que je vois le métier, mais il y a quand même une part qui le voit comme ça. Après, malheureusement, quand t'es coach, t'es pas cuisinier, hein. C'est-à-dire que la, entre guillemets, ce que toi tu cuisines, c'est pas une tarte aux pommes, hein. La tarte aux pommes, elle a aucune émotion, non, mais toi, t'es Mm. pas, Ouais, ouais, bien sûr. t'es un humain, quoi. Mais ouais, mais je pense que tu dois quand même de quand même parler avec ton athlète autre que juste tu vois la programmation en elle-même. Genre si voilà, il a des baisses de motivation, des trucs comme ça, tu dois pas te dire bah c'est pas de mon ressort, il va se débrouiller, tu vois. Je pense qu'il faut quand même faire un truc en tant que coach. Ouais, je suis d'accord. Bah, t'as forcément un moment où, personnellement, je me remets en question en mode, bah merde, s'il y a une partie qui est quand même de ma faute, il y a un truc que j'ai pas vu, quoi. Hmm. Mm. Oui, clairement, si le mec il est dégoûté, il en peut plus et tout, c'est qu'il y a un truc qui a été mal fait vis-à-vis du coach, hein. Et il y a Ouais, des oui, moments où, quand même, je sais que moi, je fonctionne beaucoup par vocal. Quand t'as l'habitude d'avoir tes athlètes en vocaux, quand tu les connais bien et que ça fait un moment que tu les as, il y a des moments, rien que dans l'intonation, s'ils t'envoient un vocal ou s'ils t'envoient pas de vocal et par exemple ils t'envoient un écrit, bizarre, tu vois, il y a des choses que t'apprends, que t'apprends à décrypter Hmm, sans hmm. forcément que ce soit du concret, mais tu décryptes en fait. Oui, clairement, clairement. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que s'il a l'habitude de faire plein de vocales, du jour au lendemain, il t'envoie juste les vidéos sans rien, bah, tu peux te dire, ouais, bizarre. Ou si inversement, il t'envoie rien après, il te fait plein de vocales. En vrai, c'est vrai que dans les retours de l'athlète, si t'es un peu attentif, tu vois, tu peux quand même décrypter des trucs dans son comportement. Mais après, faut vouloir le voir, en vrai. Après, bah, de notre côté, c'est aussi humain des fois de dire, bon, j'ai beaucoup de boulot, des fois c'est aussi humain et il faut aussi accepter de pouvoir s'excuser en disant, bah, je l'ai pas vu, c'est ma Bien sûr. faute, mais en fait, malheureusement, bah, je veux avoir un travail de qualité, mais là, j'étais pas assez concentrée ou j'étais pas assez là pour pouvoir voir que ça allait pas à ce point-là, quoi, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que par contre, on valorise quand même le fait de dire, écoute, si ça va pas, je sais que je peux décrypter, mais j'aurais pas l'énergie de le faire à chaque fois parce que bah, malheureusement, c'est humain. Mais si tu as 24 athlètes et que tu en as 14 qui te disent pas qu'ils vont pas bien, mais qui Non, sont bien pas sûr. bien, faire 14 fois l'effort, enfin, en termes de batterie sociale et en termes de batterie humaine, c'est lourd, ouais, quoi. Et en Ouais. vrai, j'assume ce que je dis, hein. C'est-à-dire que là, si tous mes athlètes demain ils vont pas bien et qu'ils me le disent pas, mais que je dois le comprendre et l'interpréter, et ben après, tu as forcément un biais aussi où de toi-même, tu te forces à aller bien, parce qu'en fait, tu te dis, waouh, ce qu'il m'a dit là, c'est un peu lourd quand même. Genre, il va Mm. pas bien, mais
c'est pesant parce que tu sens vraiment que c'est quelque chose de grave ou quoi que ce soit. Bah, soit tu vas te mettre un masque à toi-même et tu vas dire, OK, je vais bien, donc tout le reste de tout va bien. Ou alors tu sombres, entre guillemets, tu sombres, tu t'absorbes toute l'énergie qui t'a transmis et du coup, tous les autres ne vont pas bien. Tu vois, il y a des voiles aussi quand tu travailles toute la journée là-dessus qu'il faut pas que tu te mettes et il faut que tu arrives à dire une personne par une personne et il faut pas transposer à l'un ce que tu vois à l'autre, etc. Ouais, bien sûr. Ouais, totalement. Ouais, après, ouais, faut que l'athlète communique un minimum, tu vois. Tu peux pas non plus deviner, s'il dit rien, tu peux pas deviner des trucs qu'il t'a pas Ouais, c'est dit. ça. Ok, bah du coup, Corentin, tu veux enchaîner sur quelque chose? Bah, du coup, on a parlé de Yura et Walid. Euh, T'as d'autres moins de 66, notamment Mathias, qui dips lourd. Luc Moi, aussi, je me Luc. posais une question. Vu que je l'ai plus, hein. Oui, Ouais. mais tu l'as fait gypser lourd quand même. Moi, je me demandais plusieurs choses, et notamment, est-ce que tu as vu des similitudes entre ces profils-là, qui t'amènent à te dire, ok, lui, il dips lourd, parce que, peut-être d'un point de vue anatomique ou autre, est-ce que tu as vu des similitudes? Luc a un peu un peu l'anatomie de Julien, c'est-à-dire qu'il est très trapu. Il est pas spécialement, je dirais pas qu'il est court des bras ou quoi que ce soit, mais par contre, Luc avait une sacrée envie d'apprendre, une sacrée envie de bien faire. Par contre, je pense que Julien a des prédispositions et qu'en fait, même quand il était avec son frère en battle ou qu'il a fait des battles, je pense qu'il a toujours eu cet amour du mouvement-là. Et par contre, tu vois, quand tu compares Julien et Walid, anatomiquement parlant, il y a rien à voir. Rien à voir. Ah oui, clairement, Walid, clairement. Walid pourrait se rapprocher beaucoup plus d'un profil longiligne comme Ashura, et pour autant, bah, il vient d'envoyer 5 prépas 120 sans coup dire, tu vois. Et qu'est-ce qui fait du coup sa force concrètement au gyps? Comment t'expliques qu'il soit Que aussi la fort? tête, que C'est la que la tête, tête. que la tête. Incroyable. Je pense qu'en fait, dans la tête de Walid, il n'y a rien d'impossible, et en fait, vu qu'il se met pas de barrière, bah, Ouais, je il se pense dit que ça si joue je veux de faire ouf. ça, je vais le faire. Ouais, Il n'y a pas de clairement. Bah, barrière. je pense, ouais, ça joue de ouf. Putain, c'est Walid, incroyable. Après, c'est le quand il travail vous dit, aussi. ah oui, tous ceux que j'ai eus ont cette régularité et cette rigueur de Hmm. travail. Après, bah, on est humain, donc tu as toujours des préférences de mouvement ou quoi, et du coup, bah, mine de rien, ça influence beaucoup ou très peu de manière à jouer dans ton investissement sur le mouvement. Hmm. Puis, c'est horrible à dire, enfin, les gens pourront dire ce qu'ils veulent, mais quand tu as un gros div, ça rattrape quand même pas mal ta poussée. Julien, il c'est le premier à le prouver. C'est pas pour autant qu'on lésine le travail sur le tirage. Il a passé 30 ans ému et ça fait des Hmm. années qu'on se bat pour ça. Il a passé 80 à l'entraînement et ça fait des années qu'on se bat pour ça aussi. C'est pas un travail qu'on désigne, mais pareil, quand on est sur les plateaux, il est en bas de tableau sur les openers, etc., sur le tirage. On arrive sur la poussée, ça, c'est plus du tout le même combat. Tu dis, ah ouais, quand même. Ah ouais, il a rattrapé tous ces kilos-là, l'enfoiré. Bah ouais, ouais. C'est sûr Enfin, que moi, quand je tu regarde. dips 145, ça rattrape un minimum, tu vois. Hmm. Ah, c'est sûr. Moi, ça fait l'effet inverse. Donc, faut bosser. On essaye, on bosse en tout cas. On se donne les Ouais, moyens de Ouais, bosser et de cogiter en tout cas. ouais, de ouf. ouais. Après, même sur le. Du coup, on a fait un débrief là il y a quelques jours. Même le fait, tu vois. Bon, j'ai failli me refaire mal il y a deux blocs. Mais en fait, avant ça, j'étais sur ma période de sans douleur la plus longue depuis un an et demi. Donc, même ça, tu vois, où il y a pas de. Il y a peut-être pas de progrès en charge directe sur le 1RM. Mais le fait Mais d'avoir pu m'entraîner c'est plein une de petite fois. victoire quoi. Hmm. Bah, mais même pour moi, une grosse victoire. Hein. Vraiment. Bah ouais. Bah Voilà, et oui. après, voilà, comme on se l'est dit, il y a de la progression sur d'autres marqueurs. Mais comment dire? Ouais, comme tu l'as dit, le fait de ne pas apprécier le mouvement, ça peut influencer sur l'investissement de l'athlète Hmm. dans sa progression. Je dirais même que des fois, c'est l'inverse. Moi, je sais que j'ai même tendance à trop réfléchir, du coup, dans la volonté de bien faire, et je pense que par moments, c'est contre-productif. Tu me l'as dit plein de fois. Je te l'ai dit et je crois que je te l'ai encore dit que je Attends, t'ai fait. ouais, ouais. Ouais, bah ouais, tu disais par exemple que Luc il voulait trop bien faire. En vrai, tu penses pas que ce truc de trop vouloir trop bien faire et que ce soit une obsession, ça justement affecte un petit peu la progression d'un athlète. Cette mentalité un petit peu Si, de ça peut affecter, ça je suis ouais. d'accord aussi. Et c'est ce que je disais à Coco qui a. Mais je pense que ça, c'est aussi le revers de la médaille des études, tu vois. Je pense qu'à faire beaucoup d'études, à ce que tes professeurs et ton cadre scolaire te poussent à toujours faire mieux, à toujours trouver la moindre petite chose à améliorer, quoi que ce soit, en fait, tu rentres dans un cercle vicieux de te dire je peux toujours faire mieux, sans changer. Faut pas que je change la méthode, faut pas que je change tout le cadre. Pour autant, si je change ça, mais en fait, t'es pas sur une disserte, tu vois. Donc en fait, si tu Hmm. changes un paramètre physique sur ta position, sur une intention ou quoi, forcément, ça influence tout le reste. J'ai les profils qui sont pas du tout vitesse, à qui tu dis vitesse,
mais les mecs, ils perdent 90% de leur technique. Oui, la vitesse, c'est Tu pas. vois, il y a des trucs comme ça où moi je trouve que c'est des inepties de le dire encore à certaines personnes et pourtant, inversement, paradoxalement, il y a des gens à qui tu te dis, si tu lui dis ça va tout faire foirer, il y a des gens qui sont pas très bons techniquement, mais parce qu'ils se disent il faut que je sois rapide, en fait ça fonctionne. Il y a tout est possible et son contraire. En fait, c'est dans Et l'intention un peu, tu vois. oui. Mais il y a des intentions qui correspondent pas à certains profils. Hmm. Et pour revenir à ce que tu disais, Coco, ta question c'était, enfin, est-ce que ça peut nuire? Oui, et du coup, tu vois, par exemple, on va prendre ton exemple concret Mm. où on commence le bloc sur un format un peu endurance de force, avec très peu de temps de repos ou quoi. Et quand tu m'as dit, je me suis rarement autant éclaté, ouah, ça m'a fait, Ouais, genre, ça est arrivé direct dans mon petit cœur. J'étais genre, ouais, ça ouais. plaît, on a trouvé un moyen de faire du volume, et en plus, enfin, ça te remet dans le mouvement. Et tu vois, en parallèle, t'as toujours ce versant-là de te dire, il faut que j'essaye ci, il faut que j'essaye ça, il faut que j'essaye ci, il faut que j'essaye ça, et t'es plutôt en train de dire, de canaliser, genre, Ouais. doucement, profite de ton bloc, t'as déjà des blocs courts, si en plus tu te laisses pas le temps d'essayer sur au moins le mois ou 2 mois de voir, Bah, il y a ça, il y a aussi le fait que. Déjà, ce que je fais maintenant, c'est que je regarde plus mes vidéos pendant l'entraînement. Parce que comme j'ai tout le temps été en auto-coaching, la plupart du temps, il y a quand même ce truc de auto-analyse perpétuelle. Et ce que je faisais, c'est que bah, je me filmais sur mon warm-up, je regardais ce qu'il y avait sur mon warm-up et j'essayais de me corriger. Ça, je le fais moins déjà. Et je trouve que c'est bien. Je me fie plus à mes sensations. Il y a aussi le fait que comme je m'entraîne sur du matériel de merde, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai du matériel qui est de un pas adapté à ma morphologie et de deux qui est dans un très mauvais état avec des Et tu poignées. changes de salle toutes les semaines aussi. ouais, Toutes les Bah, semaines, il est dans un nouvel environnement. je dois faire avec mes contraintes. Et du coup, mes performances, elles changent du tout au tout. Notamment parce que bah, je peux me sentir bien, je vais rajouter 5 kilos, et du coup, ça va faire que le caoutchouc de la poignée gauche va s'ouvrir. Du coup, j'ai la main qui part. Du coup, je comprends pas ce qui se passe. Et du coup, je suis en mode, ok, bah, du coup, je dois changer ma position de poignet parce que sinon ma main elle part. Du coup, et en fait, c'est un cercle Hmm. vicieux de fou. Mais tu me l'as dit plein de fois et j'essaye de travailler dessus, de vraiment mettre le cerveau off, quoi. Vraiment, je me sens bien sur le moment. Je regarde plus mes vidéos, je dis ok, bon, bah, je dis comme ça se passe bien, et voilà. Et c'est sûr que les périodes où je m'amusais sur le mouvement, c'est les périodes où en termes de progression c'était le mieux, hein, de loin. ouais, ouais. Et du coup, ça fait une transition avec un des sujets de Léonard par rapport à Ouais, je voulais, ce qu'il ouais, je voulais fait. aborder le sujet parce qu'on dit souvent, tu vois, qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour durer, enfin, faut aimer en fait pratiquer et tout. Mais est-ce que parfois tu penses que, enfin, vous deux, vous pensez que il faut faire des trucs qu'on n'aime pas en fait concrètement parfois pour vraiment évoluer et passer un cap, tu vois? Moi je vais dire que oui. Quitte à délaisser cette partie un peu plaisir dans l'entraînement, mais genre, voilà. Vous en pensez quoi de ça? Ça dépend un peu ce que tu entends par faire des choses qu'on n'aime pas, tu vois. Il y a des choses, par exemple, si tu me parles de, dans une programmation, faire du volume ou faire une variation qui va te permettre de progresser, mais tu te dis, ça va être laborieux, ça va être horrible, je déteste cette variation parce que tu trouves personnellement qu'elle te va pas ou parce que qu'elle t'apporte pas, mais en fait, c'est les choses que tu fais le moins qui t'apportent le plus. Et tu penses pas que ça peut jouer sur l'adhérence de certains athlètes? Ou si tu leur Bah, mets trop de trucs qu'ils aiment pas, après ils peuvent lâcher facilement et tout. après, c'est à toi de compenser et de le faire sur. Je te prends un exemple concret. Je vais te prendre mon exemple que je connais très bien parce que c'est moi qui me gère. Il y a des années. Il y a 1 an et demi, 2 ans, je mettais très peu de variations, je faisais beaucoup de comptes. Et en fait, je me suis dit, en fait, il y a un moment, c'est facile, mais bon, quand tu te chies dessus en tension sur le bas du squat, il y a un moment, faut te bouger le cul, quoi. Donc j'avais mis de la pause. Sauf que, en fait, quand j'étais toute seule, la pause, je la mangeais. Genre, Hum, pause, elle hum. était hyper courte. Et en fait, quand je me suis mis à faire des vraies pauses, instantanément, sur les 2 semaines qui ont suivi les bonnes pauses, j'avais un squat impeccable sur mon format plus léger. Et quand je suis repassée sur un format lourd, du coup, sans variation ou quoi, j'avais encore en mémoire cette tension que je pouvais avoir et qu'en fait, il fallait pas que j'ai peur de ce frein Hmm. sur la remontée et qu'en fait, je pouvais pousser longtemps et qu'en fait, même si je pouvais, entre guillemets, ralentir sur une rep, en fait, j'étais sûre de monter la suivante. Ce qui fait qu'en fait, du coup, maintenant, j'ai une confiance aveugle au squat et je loupe rarement au squat. Je peux me mettre les charges les plus. Bon, je tendrai pas des 1 RM tous les 4 matins, tu vois, mais sur des 3x3 ou des formats un peu marrants avec des top set back-off ou quoi. Si je doute un peu de la charge ou si je dis avec mon cerveau c'est lourd, si je regarde la vidéo et que je me dis en fait là, je me branle, bah j'y vais, tu Hmm. vois. Et ça va monter. Ouais, tout ça grâce à cette variation que tu voulais pas faire du coup. Ouais.
En Mm. fait, après, dans la programmation, c'est à toi de voir est-ce que tu programmes beaucoup de variations et t'en as une ou deux qui sont quand même un peu marrantes, qui plaisent à l'athlète ou quoi, et t'en as deux où c'est toujours une question d'équilibre, quoi. Tu peux pas toujours demander et attendre en retour alors que l'autre, il adhère pas, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et je rajouterais aussi que ça peut être périodique. C'est-à-dire que je pense que, après, ça dépend du niveau de l'athlète, de ses ambitions, etc. Mais il peut arriver que par moment, tu dises à l'athlète, il faut que tu fasses ça. C'est-à-dire, je sais pas, un athlète qui aime beaucoup tel ou tel renfort lui dire, bah là, on a besoin de l'enlever. On a besoin de changer et de Mm. passer là-dessus. Ou de faire une variation qui est très très contraignante, mais de lui dire, en fait, on doit le faire pendant X temps et après ça part. Mais des fois, tu es obligé de te confronter à une période de temps où c'est moins marrant, mais c'est nécessaire. Et après, c'est aussi de voir est-ce que l'athlète c'est un compétiteur, est-ce que c'est pas un compétiteur. Je pense que si c'est pas un compétiteur, il y a quand même souvent moyen de réduire l'inconfort parce que c'est moins pénalisant, je trouve. Oui, ça dépend des objectifs. Voilà. Si le mec, Ouais. forcément, il veut faire les championnats du monde et qu'il te propose des trucs loufoques tous les jours, forcément, on sera un peu plus rigide. Mais Ouais. je pense qu'il faut un peu des deux, tu vois. Tu peux pas faire que des trucs que t'aimes pas, tu peux pas non plus faire que des trucs plaisir. Faut un peu mixer les deux. Et je pense que ça dépend beaucoup aussi des profils, tu vois, en fonction de leur adhérence de base à la salle et à leur sport aussi, tu vois. Ouais. Et Après, moi, je de sais la pas ce feuille. que vous en pensez, mais je trouve que pour adhérer à une pratique durable et, je vais pas dire forcément passionnelle, mais à une pratique durable où tu t'épanouis, moi, je sais que aujourd'hui, tu me laisses que le street, tu me laisses que la force, je craque, hein. Parce qu'en Hmm. fait, bah, moi, à la base, du coup, comme je l'ai dit, je suis issu du milieu du cheval. Si aujourd'hui tu m'enlèves ça, j'adhérerai plus, hein. Genre, si tu fais que un des deux, Ouais, ouais, enfin, je pense que si tu me laisses la FA et le cheval, je vais continuer ma petite vie. ok, ouais, ok, Si tu me oui. laisses que le street et le cheval, je vais adhérer. Tu me laisses que la partie force, Ouais, je vais être hyper malheureuse, hein. ouais. Avec ces trois Tu sports. connais le cheval et forcément, t'aimes bien aussi faire du cheval, donc c'est normal. Si tu fais plus un truc que Donc je pense t'aimes. que je dis pas que c'est toujours comme ça, mais je pense que il y a un moment, si tu veux continuer d'adhérer, il faut pas que tu vives que de ça non plus. C'est-à-dire Hmm. que être passionné et en parler tout le temps, analyser, discuter, trouver des points de vue, c'est hyper intéressant. Mais je pense que pour ton équilibre, il faut des fois sortir de ça, quoi. Il faut sortir un Ouais, peu de. carrément. Les footballeurs, ils partent en vacances, quoi. Ils partent pas avec le ballon dans un sac, quoi. À part Mais Ronaldo. il y a ce truc où le sport, c'est censé servir ta vie, enfin ton quotidien en fait. Ça doit pas être l'inverse. Même si t'es passionné, Ouais. ça doit pas t'exclure socialement, ça doit pas t'empêcher Clairement, d'évoluer ouais. d'un professionnel. Et je pense que du coup, dans ton cas, enfin, enfin, l'équitation, le cheval, ça t'apporte quelque chose dans ton quotidien que les autres sports t'apportent pas en fait. Et c'est pour ça que t'en as Ouais. quand t'en as besoin. Que, enfin, moi, je pourrais pas faire que mes études. J'ai besoin de faire mon sport à côté et les coachings aussi. Et cet équilibre-là me convient très bien. Donc il faut aussi savoir, même s'il y a de la passion, savoir, comme tu as dit, sortir de cette sphère-là. C'est ça, faut pas rentrer dans ce truc où t'as plus que ça dans ta vie parce que, bah après, quand ce truc se passe mal, si t'as que ça dans ta Ouais. vie, bah, tu seras en Je suis tout à fait dépression, en fait, tu d'accord. vois. Ouais. Bah, si ça devient Je ton pense que c'est le identité, pire truc à faire, tu vois. Mais quand le sport, ça devient t'en as ton... beaucoup qui se lancent, je trouve, enfin, pas forcément en tant que débutant, mais t'as des gens qui investissent beaucoup d'énergie, même Ouais. de l'argent en termes de complémentaires alimentaires ou tout simplement de suivi médical avec un kiné, quoi que ce soit. Hmm. Quand tout va bien, toute leur vie va bien, Ouais, de fou. le boulot ou quoi que ce soit, parce que t'as des gens qui sont encore athlètes sans être coach, hein, bien sûr. T'as des gens qui ont une vie à côté et quand le truc du sport, qui est leur truc personnel, entre guillemets, leur moment d'évasion, quand tout ça, quand ça les atteint, c'est tout un monde qui s'effondre, quoi. Ouais, clairement. C'est ça. Beaucoup Ouais. avec les jeunes, que ce soit en FA, SL ou même muscu, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la muscu. Souvent, tu commences jeune, avec souvent l'envie de changer physiquement. Tu vois à quel point ça fonctionne et ça transforme ta vie. Et du coup, t'as beaucoup de jeunes qui s'enferment là-dedans. Qui Parce se que, réfugient. ouais, c'est ça. Parce que c'est un truc qui est hyper bénéfique à leur vie. Et au final, ça peut faire l'effet inverse où t'as des jeunes qui finissent par être un peu perdus. Ou t'as des gens, ils commencent la muscu, au bout de 6 mois, ils se disent, ah, je vais faire coach. Et en fait, il n'y a pas de. Comment dire? Il y a, il y a un enfermement, en fait. Et du coup, Ouais, ouais. enfin, Ouais, tout est centralisé dans le même truc, en voilà, fait. Et genre, ils ont rien développé à côté, du coup, bah, c'est un peu un cercle vicieux. ouais, Et malheureusement, je trouve qu'il y a un truc aussi qui est hyper d'actualité,
et pas que dans le street, la FA ou quoi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, j'aime le sport, je vais faire coach, mais aimer le sport, Ouais, de fou. c'est pas aimer l'enseigner, c'est pas aimer transmettre un apprentissage de mouvement, c'est pas aimer la pédagogie et surtout le volet le plus important, il faut aimer entre guillemets, enfin il n'y a pas de guillemets, il faut aimer le social, il faut aimer avoir des rapports sociaux quotidiens, il faut il faut apprendre à poser ses limites, il faut apprendre à dire, en fait, il y a un moment, genre, je travaille quasiment 7 jours sur 7. Bah, il y a des moments, j'apprécie avoir un jour pour moi où, en fait, bah ouais, aujourd'hui, je ferai pas de retour. Ou alors, j'irai pas à la salle en présentiel. C'est un peu. Et ça, je trouve que quand tu n'es qu'entouré de ça et que c'est que ton monde, bah, t'as vite à t'enfermer dans te dire, je prends pas de repos, je veux vivre à 100% le truc, je vais être 100% disponible, machin. Mais en fait, au final, tu fais un trimestre comme ça, puis après, t'es lavé, quoi. T'es Mm. lavé. Ouais, t'as pas d'échappatoire, en fait, t'as que ça, genre. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que il y a beaucoup de gens parce qu'ils aiment pratiquer, ils pensent qu'ils aiment enseigner, tu vois. Et en fait, genre là récemment j'avais un athlète et genre lui, bah il me disait qu'il aimait pratiquer et il voulait passer son BP pour devenir coach, tu vois. Et il semblait déter et tout. Et en fait, au bout de quelques semaines, il me dit non, en fait, je me rends compte que c'est pas mon truc, j'aime pas coacher les gens et tout, tu vois. Et je trouve il a bien fait de s'en être rendu compte avant de commencer le truc parce que après quand t'es vraiment coach, t'as ton diplôme et tout, mais genre vraiment t'aimes pas ça, je pense que c'est horrible, tu vois. Genre du coup je pense qu'il faut vraiment se poser la question avant de se lancer, tu vois. Après, quand tu te lances dans un bébé, enfin, maintenant, tu as des bébés qui se font beaucoup plus rapidement qu'un an. Ouais, Enfin, les CQP là, les CQP en non, 6 mois. au-delà, t'as des bébés qui se plient en 6 7 mois parce qu'ils sont en format accéléré comme un permis accéléré ou quoi. Donc, en vrai, certes, c'est prenant. Si t'as la force psychologique de te dire, bon, je vais au bout, j'ai commencé, je vais au bout, je finis. Au pire, ça me fera toujours un truc de plus à mettre sur le CV. Tu vois, ça se fait de prendre sur toi un an. Mais si tu t'engages en STAPS ou Ah oui, tu clairement. t'engages sur des trucs comme ça, à te dire, bon, j'y vais, je vais au bout, et ça te fait chier, c'est pas, tu vois, c'est pas la même envergure, tu vois. Et je parle pas du CQP, c'est clairement pas la même envergure. Te prendre du temps sur 3 mois et te prendre du temps sur 5 ans. C'est sûr, c'est pas le même investissement. Mais ouais, faut pas avoir que la passion enfin que notre passion dans sa vie. En fait, tout peut pas tourner autour de ça, tu vois. Sinon forcément à un moment imagine tu te blesses, les perfs ça va pas et tout. Bah t'as rien d'autre pour tu vois, t'as pas Ouais. d'échappatoire. Et c'est là le problème, tu vois, où les gens du coup ils décrochent, après ils arrêtent, ils font d'autres trucs, où ils sont malheureux, tu vois. Je pense surtout que là, il y a une grande dégringolade, surtout quand tu fais retrouver quelque chose, je pense que c'est hyper difficile. C'est comme quand tu quittes une relation longue et que tu as toujours des éléments de comparaison, tu vois. Tu dis, ah ouais, mais en fait, dans mon sport, je faisais pas comme ça, ou je m'entraînais pas comme ça, ou il y avait pas les mêmes consignes d'entraînement, c'était pas les mêmes formats d'entraînement, où il y a rien de comparable, tu vois. C'est Ah, c'est dur sûr. quand tu quittes une discipline et de retrouver une autre et de faire le pas de retrouver quelque chose, parce qu'en fait, tu sors d'une zone de confort que tu as construite pendant des années, reconstruire quelque chose sur une nouvelle pratique ou quoi, des fois, t'en as qui préfèrent arrêter ou faire de la muscu simple et faire de la machine et se dire, bah Ouais, basta, quoi. clairement. Ouais. Et puis passer du stade d'avoir de l'expérience dans un sport sans forcément parler de niveau, mais avoir une bonne pratique et repartir de zéro avec peut-être aucune conscience de son corps dans tel ou tel sport, revenir Ouais. totalement débutant, c'est dérangeant hein, dans la plupart des cas. Ouais, pour l'ego. Bah ouais. C'est sûr. Mais après, ouais, je pense que surtout dans le street, même le power, en vrai, faut prendre un peu de recul parce que en soi, c'est des sports où en vrai, on gagne rien, tu vois. Et juste, on soulève des poids. Donc, je pense qu'il faut pas non plus c'est pas un drame si Ça reste un parfois plaisir. ouais, c'est ça. Faut que ça reste un plaisir. Faut pas non plus prendre le truc beaucoup trop à cœur, même si c'est une passion, et quand même relativiser un peu, tu vois. Genre, il y a pire que pas progresser pendant 6 mois sur un mouvement. Genre en vrai, tant que t'aimes faire ce que tu fais, normalement, et que t'as d'autres trucs à côté, normalement, il y aura pas de souci pour vraiment perdurer dans la discipline, je pense. Après, tu vois, il y a aussi quand tu contres ça, tu te dis, bah ouais, mais quand tu payes un coaching, t'attends des résultats aussi, t'attends de pouvoir progresser. Et c'est normal de remettre en question ta progression, parce que bah, t'es une personne douée de remise en question, de sens et d'interrogation. Donc, bah, c'est normal de te dire pourquoi je progresse pas. Est-ce que c'est parce que ce que je fais dans ma vie actuellement, ça convient pas? Hmm. Est-ce que j'arrive toujours tous les jours éclater à l'entraînement? Est-ce que j'adhère à ce que je fais? Est-ce que
le coaching que j'ai pris, ça me convient? Est-ce que je vais peut-être pas un petit peu trop au resto et du coup j'ai une masse grasse qui a un petit peu évolué? Est-ce que c'est fait pour moi? Et je me force et je me rends pas compte. Il y a plein de choses sur lesquelles tu peux t'auto-persuader qu'en fait c'est quelque chose où tu veux faire bien, ou tu veux t'investir dedans parce que tu as des gens qui disent ouais, il a le potentiel, il a le potentiel, il a le potentiel. Et du coup, Ouais, ouais. tu t'auto-convaincs de dire il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Et en fait, c'est presque de l'auto-sabotage à te mettre trop de pression, quoi. Ouais, de fou. Ouais, et même avant de dire qu'il y a pas de progression, je pense qu'il y a plein d'autres facteurs à regarder avant. Genre, Mais tu vois, je peux comprendre qu'en tant que passionné ou juste en tant que personne enfin, tu te vois évoluer au long du temps et puis quand tu vois un moment de stagnation, je peux comprendre que ce soit frustrant sur l'instant T, sur un mois, 2 mois, tu te dis putain, fais chier, ça bouge pas, c'est hyper chiant, même sur plus longtemps, tu vois. Après, bah, si ça t'éclate d'être à ton niveau, bah, chacun son nirvana, et puis bah, si t'es très heureux, par exemple, je sais pas moi, d'avoir un squat à 80 kilos ou de faire du muscle-up élastique toute ta vie, mais grand bien te fasse, en fait. Qui va te dire t'es une merde alors que toi tu t'éclates? C'est eux clairement. les cons au final, tu vois. Hmm. Oui, clairement. Après, voilà, il faut pas non plus. Enfin, c'est pas parce que. Ce que je veux dire, c'est. Il y en a, tu vois, genre, comme ils progressent pas, ils vont te faire croire qu'ils sont heureux comme ça, tu vois. Mais en fait, ils aimeraient quand même progresser, tu vois. Oui. Mais oui, mais clairement, après, la progression, c'est pas forcément que les max, tu vois. C'est pas que les 1RM. Il y en a, ils pensent qu'ils progressent pas, mais en fait, ils progressent quand même, tu vois. Rien que plus avoir mal, tout ça, en vrai, pour moi, c'est des facteurs de progression. Ou genre d'évoluer sur d'autres formats, d'autres critères. C'est pas que juste passer de 70 à 80 kilos en traction, tu vois. Mais ça, c'est un apprentissage long-termiste. Quand tu Mm, dis, quand t'es débutant, ta manière d'évaluer ton évolution, c'est quantitatif. Ça c'est sûr. repose jamais sur du qualitatif. Ça repose jamais sur ma technique, elle s'est améliorée. Ou alors ils vont te dire, ouais, c'est super, je me sens bien. Et je me sens bien, ça va me permettre d'atterrir sur plus de charges. Tu vois, et en fait, vu que la technique doit se construire, bah, pendant un petit moment, tu touches pas à des charges hautes et tu te dis, ouais, j'ai l'impression que je stagne et tout. Mais c'est pas une stagnation, c'est juste qu'en Oui, fait, c'est pour eux, ça. ça manque de quantitatif. Mm, oui, clairement. Et plus tu as des profils qui s'affinent et qui se dessinent et qui apprennent avec le temps, et parce que bah, ils sont bien entourés, ils apprennent que la progression, elle se lit aussi à travers les lignes, à travers les ressentis, à travers les techniques et l'évolution de leur analyse vidéo, l'analyse des retours qu'on leur fait, etc. C'est quelque chose qui se construit. Ouais, d'où l'importance du coach de bien communiquer avec l'athlète et de lui faire un peu comprendre pourquoi et ce qu'il fait. Enfin, lui faire comprendre ce qu'il fait et pas juste, bah, tu fais ça parce qu'il faut. Et là, du coup, l'athlète, il peut interpréter des trucs tout seul. Et c'est là que parfois il se dit que juste il est nul ou il progresse pas alors que juste le coach a mal communiqué avec lui. Ouais, il y a de la prise de maturité de l'athlète aussi vis-à-vis de sa propre Ouais, c'est pratique ça. Ok. On peut terminer sur un dernier truc, si vous avez. Moi, j'ai plus de sujets en stock. Du coup, toi, si t'en as. Ouais, je crois, Marie, t'en avais un, dis-nous. Du coup, le sujet de l'optimisation et de la spécificité, Ouais, dis-nous. bah, c'est un débat qui était il y a pas longtemps à USCOV et en gros, c'était l'idée de définir l'optimisation et la spécificité. Donc, est-ce que vous avez déjà des définitions de ça? Et après, on en discutera. Je veux juste avoir votre avis là-dessus. Léonard, ça t'inspire ou pas? Ou tu veux que j'y aille? Ouais, faut trouver les bons mots, mais vas-y, dis-moi, dis-nous. Du coup, l'optimisation, je dirais que c'est le fait de mettre tous les moyens en œuvre pour optimiser ses chances de performance. Donc, ça passe par l'entraînement et autour. Et la spécificité, je dirais que c'est le fait de faire le travail le plus approprié possible aux critères de performance évalués. Donc, on va dire, dans notre cas, c'est les 1RM. Je sais pas si c'est suffisamment clair comme définition. Bah ouais, en fait, c'est ça, l'optimisation, c'est optimiser son mouvement ou sa vie de manière générale pour vraiment progresser dans ce que tu fais. Et et la spécificité, c'est faire ce qui est attendu à la fin dans ta pratique. Et du coup, quand tu as une pratique optimale, à un moment, tu dois être spécifique. Je dirais que l'optimisation, c'est un ensemble qui est plus grand que la spécificité. Si on devait faire une sorte de carte Je suis mentale. d'accord avec Oui, ça. oui, oui, mais trop de spécificité, c'est pas forcément optimal. En fait, je pense qu'il faut Oui, vraiment un peu c'est pour ça dissocier les qu'à un deux. moment de ta pratique, tu dois être spécifique tout le temps. Clairement, après la spécificité, je pense que un athlète débutant, ça sera pas comme un athlète qui a 10 ans de pratique, tu vois. Moi, je dirais que c'est Non, tout surtout dans le. s'affine. Ouais.
Il y a aussi le temps que Mais tu vas tu, passer à faire du travail spécifique. Si on reste sur la spécificité égale le travail autour du 1RM, bah, c'est sûr que sur un débutant, tu vas pouvoir faire une phase, enfin, tu vas pouvoir passer beaucoup plus de temps à développer de l'endurance de force, etc. Et puis le temps que tu vas passer sur de la force pure, sur un débutant, vraiment un début de débutant, sera moins élevé que sur un profil plus expérimenté où tu es obligé de rester plus sur 85%, 90%, etc. Ça évolue avec le temps aussi, je dirais. ouais. Et du coup, Marie, t'en penses quoi? Bah, moi, je vous rejoins un peu là-dessus. Pour moi, la spécificité, c'est ta mise en place et les moyens que tu vas mettre en place pour ressembler le plus possible à la tâche de la compétition. Donc, par exemple, nous, c'est 12 essais sur 4 mouvements. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ça y ressemble le plus ou que tu puisses arriver le plus frais possible et dans les meilleures conditions sur la tâche de compétition, durant ta pratique à l'entraînement. Et l'optimisation, c'est comment tu vas rendre ta spécificité la plus optimale dans la pratique de l'entraînement et comment au travers des leviers que tu vas optimiser. Donc les leviers, c'est surtout ton train de vie, qui n'est pas forcément facile pour tout le monde, ta technique, le matériel, les gains marginaux qui sont maintenant les gains les plus faibles, ce qu'on appelle les gains de 1%, qui sont plutôt du coup au service des personnes de haut niveau qui ont déjà un matériel optimisé, une diète, qui tournent leur vie autour de ça, etc. Et ça, c'est aussi un de mes avis bon, je me disperse un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui débutent, qui se consacrent beaucoup à des gains Hmm. marginaux, et, euh, et c'est pas forcément ce qu'il faut Ouais, privilégier. carrément. Ouais. Et dans les gains marginaux, j'inclus pas la prépa, j'inclus pas personnellement la prépa mentale, qui peut pour moi être bonne à tout niveau. Mais voilà, pour moi, il y a des trucs il y a des trucs là, c'est vraiment l'élite de l'élite et même l'élite de l'élite des sports Ouais. qui ont les moyens. Mettre du budget là-dedans, ça les emmerde un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, parfois, on voit un peu le terme optimisation comme un terme positif, mais je pense que trop d'optimisation chez certains profils, ça peut être néfaste en vrai. Et du coup, ça peut créer le truc en mode, il va plus se concentrer sur ce qui est vraiment nécessaire à sa pratique. Je pense qu'il faut pas abuser de l'optimisation. Et ouais, ça dépend des niveaux et des stades de la carrière de l'athlète aussi. Tu as des gens qui adhèrent à une programmation et qui adhèrent à leur pratique parce que le niveau d'optimisation leur convient. Et si tu te mets à changer des paramètres, donc du coup, dans ton cas, essayer d'optimiser, tu perds une Hmm, adhérence. c'est ça. Parce qu'en fait, optimiser, c'est parfois aussi accepter que le travail que tu as mis en place avant recule pour avancer et des fois te voir reculer, pour toi, tu te dis, mais en fait, ce que tu as mis en place, c'est de la merde. Si on fait moins bien, c'est que c'est pas utile. Clairement. Et pour revenir sur le fait que tu as des athlètes qui se concentrent sur du coup, de l'optimisation de vraiment de petits détails, de gains marginaux, alors qu'ils sont relativement peu expérimentés, je dirais que c'est particulièrement un problème pour des athlètes qui ont un profil très émotionnel, qui Ouais, sont extrêmement impliqués et qui pensent que plus ils en font et plus ils s'enferment, on en revient toujours au même truc, dans l'optimisation de tout ce qui est à côté, train de vie, récupération, alimentation, etc., plus ce sera bénéfique. Alors qu'en fait, ouais. il y a quand même un temps de pratique pour arriver à vraiment ces degrés de détails-là. Je crois qu'on en avait parlé dans un podcast qui n'est malheureusement pas sorti avec Léonard. Ouais, on en a tourné, au tout début, on en avait tourné deux qui n'étaient pas sortis Deux parce ou trois, qu'on a eu ouais. des bugs. Ouais. Mais Par c'est contre, vrai c'est ce que sûr tu dis. un pratiquement plus expérimenté pour travailler avec des compétiteurs, surtout en FA. La différence quand tu es sur un cadre de vie stable avec une récupération, une alimentation qui est précise, où on va sur le fait de... Moi par exemple j'ai un athlète qui a dû faire une grosse cut là pour tenter une dernière fois une qualif au France Junior. Le fait de lui faire manger le même repas qu'il prendra après son refeed avant l'entraînement pour limiter le fait qu'il y ait par exemple des problèmes de digestion, etc. Sur un athlète qui a déjà un cadre de vie qui est vraiment standardisé, là ça fait la différence. Par contre, arriver trop tôt sur ce genre de détails-là, c'est Hmm. vraiment contre-productif. Ouais, en fait, son attention, elle sera trop éparpillée et son focus sera pas sur les bons trucs, en fait. Et puis, je pense qu'au-delà de ça, enfin, toucher à l'alimentation des gens, on se rend pas compte de l'impact de l'alimentation au quotidien, mais c'est un réel impact hormonal et sur tes humeurs. Ouais. Et moi, je l'ai vu quand j'ai fait mes premiers championnats de France en 63 et ma qualif.
quand on m'a supprimé mon carré de chocolat noir. Non, mais on en rigole, tu vois, mais quand on m'a supprimé mes 3 carrés de chocolat noir en dessert, j'étais aigrie. Mais j'étais aigrie Ouais. tout le temps. Et en vrai, je comprends l'envie de bien faire et de vouloir tout de suite trifouiller à son alimentation, mais il faut pas laisser les gens toujours trifouiller à tout. Et il faut savoir aussi, en tant qu'athlète, il faut savoir aussi mettre des barrières aux gens qui te disent qu'ils s'en sont capables. Et c'est là où je vais rebondir aussi sur un dossier qui me charcute. C'est-à-dire que si les gens sont pas diplômés, ne mettez pas vos assiettes entre les mains de quelqu'un qui n'ont Hmm. pas les compétences là-dessus. Une alimentation, c'est très personnel et Hmm. c'est ce qui te permet de vivre. Ça peut générer trop facilement des problèmes qui auraient pu être évités parce que des gens se pensent qualifiés alors que non, quoi. Ouais, genre en vrai on peut donner des conseils, mais ça s'arrête là, tu vois. Tu peux pas dire tu dois faire Ouais. ça, des trucs comme ça. Tu Ouais, peux tu dire vois, moi, je te conseille peut-être, mais c'est sûr que si t'es pas diplômé dans ce domaine, ça peut être néfaste pour la personne de trop t'impliquer sur la partie alimentation. Ouais. du coup, là, cet athlète du coup, qui a fait sa compétition samedi dernier, à l'heure où on tourne ce podcast, il avait une cut. Et plusieurs fois, on m'a demandé, mais pourquoi tu gères pas son alimentation? Pourquoi tu gères pas sa cut? Je fais, mais c'est pas mon Hmm. travail. Je lui donne des conseils. Je lui dis, tu dois cut, tu dois food mass, tu prends un nutritionniste. C'est pas à moi de le faire. C'est beaucoup Ah, trop surtout que c'est un vrai taf en plus. important Enfin, c'est et ça pas. peut être dangereux. Ah, j'ai un athlète, c'est là que j'ai repris en coaching qui, à une époque, avait dû faire un cut pour les moins 66 sub-juniors, qui avait pris une nutritionniste et qui a une particularité physiologique qui fait qu'il ne supporte pas les déséquilibres sodium-potassium. Bah, il s'est retrouvé à être évanoui dans sa salle de bain, tu vois. Alors qu'il était encadré par une professionnelle. Donc c'est beaucoup trop dangereux pour que des gens qui ne soient pas vraiment qualifiés s'en occupent. En tout cas, de mon point de vue. Ah, surtout pour les cuts. Surtout pour les water cuts, les trucs comme ça, Surtout pour c'est les... encore plus. Mais moi, je trouve que le problème des water cuts, et j'en veux à personne là-dessus, mais je trouve qu'on l'a beaucoup trop démocratisé. On Ouais. en a beaucoup trop parlé, alors que c'est quelque chose qui, je dis pas que ça doit rester de niche, mais c'est quelque chose qui doit être fait vraiment avec des pincettes, parce que pour ceux qui savent pas, faire un water cut, donc commencer à boire, alors c'est un certain pourcentage de poids de corps, etc., que tu transformes en litres, si je dis pas de conneries, parce que je suis pas spécialisée dans la matière, mais si c'est mal fait, si c'est mal géré, il y a des risques de noyade, hein. Mais clairement. Ah Non, oui. en Et vrai, c'est pas anodin. ou des risques de, comme disait Corentin, de déséquilibre hydrique et ionique, et c'est hyper dangereux, hein. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que ça a été un peu banalisé sur les réseaux. Et je pense beaucoup à Pana avec ses vidéos YouTube où il en a montré énormément. Sauf qu'en fait, les gens, ils mélangent tout. Sauf Pana, tu vois, c'est normal qu'il en fasse par rapport à ses échéances, ses objectifs et là où il en est en tant qu'athlète. Mais les gens, du coup, ils vont voir le truc comme, ouais, lui, il en fait souvent, ça va, c'est rien. Et ils Mais vont commencer à vouloir en faire pour rien, en fait, concrètement. Vraiment pour rien. Il a rendu cool. Ouais, c'est ça, il a Il a rendu le rendu truc un peu ça. cool, en mode c'est stylé, tu vois. Genre, après, tu mets des stories watercut en mode c'est un truc sympa à faire. moi, Mais j'irais c'est pas lui jeter pas, la première pierre comme ça en lui disant il l'a rendu cool ou quoi. Je pense que lui, il a montré la réalité de ce qu'il vivait. Après, bah, pour rentrer une caté qui était faite pour lui, oui ou non, ça, on en pense ce qu'on veut. Mais lui, il a montré la réalité. Et c'est les gens qui se le sont appropriés. ah oui, oui, Et les gens en ont fait quelque chose. C'est des gens qui en ont fait quelque chose de cool. Je suis pas sûre que lui, clairement, clairement. Non, non, parce que je dis parce pas qu'en que c'est parce de qu'en sa vrai, faute, hein. parce que les images que lui il montre quand il est dans cette baignoire, alors il y en a je pense qu'il essaie de tourner ça à quelque chose de marrant, mais le moment présent, il est pas fun, quoi. Mais Non. je pense je pense que les gens ont essayé, je vais pas dire de caricaturer, mais je pense que les gens ont essayé d'imiter le haut niveau en se disant s'il l'a fait, je peux le faire. Et en plus, s'il le montre, c'est que ça va. Et je pense que c'est les gens qui ont tourné ça, entre guillemets, pas de l'autodérision, mais qui ont tourné ça à quelque chose de lambda, alors que pas du tout, quoi. Oui, lui, juste, il montre sa routine d'athlète de haut niveau, en vrai. Et en plus, je crois qu'il fait quand même des disclaimers, il prévient les gens, mais le truc, c'est que, bah, après, les gens, ils interprètent ça comme ils veulent, tu vois. Bah ouais, mais lui, il se dédouane, et il a raison. Oui, oui, mais ouais, mais même dans plein d'autres en vrai ça a été un peu banalisé alors que et même il y en a tu vois ils vont en faire alors que c'est pas du tout nécessaire là où ils en sont tu vois Bah, genre des fois, ils c'est la sont solution. pas
Ouais, c'est ça, mais même parfois ils sont pas du tout Compétitif. compétitifs, il y a aucune raison. Juste bon, ils veulent être dans une KT donc ils vont en faire, mais sans raison en vrai, il y a pas, ça justifie pas du tout le fait, tu vois. Bah déjà, ils devraient pas descendre dans la KT, et souvent, le truc c'est, alors, bah, est-ce que tu dois faire un déficit calorique pendant 6 à 8 semaines? Ah, ça va être contraignant, machin. Ou alors, oh, je peux watercut, et sur 4 jours, c'est fait. Bah, les gens, ils vont Ouais. prendre la solution Ouais. la Bah, plus. c'est parce qu'il y a toujours cet effet. Bah ça, c'est la faute du. Enfin, là, on part sur un tout autre débat, mais c'est parce que tout le système de récompense du cerveau, il est déréglé avec les téléphones, avec les réseaux, etc. On a un système de récompense qui est tout le temps satisfait par le fait d'être sur les réseaux, d'avoir un système de consommation qui est. Bon, après, ça, c'est mon avis personnel, mais c'est un système qui est totalement déréglé. Et en fait, du coup, la solution court-termiste est beaucoup plus évidente maintenant pour nous que de sortir le doigt du cul et de dire je fais un truc qui prend certes du temps, mais qui, in fine, et sur le long terme, aura peut-être moins de conséquences, tu vois. Alors, c'est comme tout, tu vois, t'as des gens qui fument toute leur vie et qui n'ont pas de cancer, et Hmm. t'as des gens qui font des watercuts toute leur vie et qui n'auront jamais rien, et t'en as peut-être un qui va en faire une et qui va tout dérégler, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Ouais, mais surtout c'est pas un truc fun à faire, tu vois. Alors c'est pas, on doit pas aimer ça, tu vois. Ouais. C'est pas l'objectif. C'est le Et dernier ouais, recours, hein, théoriquement, c'est le dernier recours, et ouais, c'est tout sauf agréable et tout sauf plaisant. ouais, Et puis souvent, c'est plus pertinent de monter le KT, hein. Finalement, ouais, clairement. de restreindre à tout prix. Donc si on part du principe que tu fais ça vraiment en dernier recours, c'est-à-dire qu'avant ça, tu as fait ton déficit calorique, ton food mass, c'est-à-dire que ta fin de prépa est dans des conditions qui sont beaucoup plus compliquées qu'en temps normal. Donc même de ce point de vue-là, c'est pas se rendre service d'un point de vue progression. Hein, Léonard, c'est bien les 73, hein. Mais moi je veux 80 moi en vrai déjà là. Non, mais tu vois, il y T'en a as un an combien? en arrière, quand t'es arrivé et que tu me disais que tu voulais refaire une saison à 66, Bah de base je crois qu'on était parti pour faire la FNSL 2025 en 66 et genre vraiment 6 mois avant ou non pas 6 mois mais peut-être trois quatre non, mois. quand on a fait IDF, quand on a fait IDF, quand tu m'envoyais régulièrement à combien tu te pesais, tu m'envoyais, bah, déjà des repas, enfin, tu voulais pas bouffer des brocolis tous les 4 matins, et tu voulais quand même pouvoir garder un équilibre de vie et sans te priver de toutes les sorties avec tes potes. Et c'est ça aussi où jouer avec les KT et la chance de pouvoir jouer avec aussi le sport, tes KT, etc., bah, ça te permet de garder un équilibre de vie stable, quoi. C'est C'est-à-dire que ça. là, si on restait en 66, En fait ça aurait juste freiné ma tout en fait. Ça aurait oui. freiné l'évolution de que ce soit physique, que ce soit les performances, même niveau santé. Peut-être que j'aurais eu d'autres gènes. En vrai il y avait aucun Non, puis bénéfice. ça aurait freiné toute une vie sociale et du coup, en Ouais c'est fait, ça. l'adhésion que tu allais avoir à ta pratique, ça allait être nocif, quoi. Ouais, mais même moi, j'ai envie de faire 80 kilos, pas 66, tu vois. J'ai envie d'être épais, tu vois. C'est Non, mais quoi, tu ça vas va faire venir. 71, 72? 1m73. Ah oui, bah oui. Ouais. Non, Attends, ouais, c'est normal. Mais déjà, je vais remplir 73 et ça sera déjà bien. ouais, Toi, carrément. Corentin, tu restes 66, tu comptes rester en 66? À un moment, c'était totalement arrêté dans ma tête. Ouais, je voulais rester en 66. Je pense Ok. que à très long terme, ma place est en 73. Mais il faut voir aussi, par exemple, un truc que je fais depuis plusieurs années, c'est une recomposition corporelle très lente, où je suis de plus en plus sec et de plus en plus musclé. Et au final, ben, mon poids de forme, si je prends cette saison, je pense qu'il n'a pas dépassé 67,5. Et je pense que là, depuis les France, je suis pas à 67, je suis en dessous. Et pourtant, je progresse, je prends du muscle, etc. Donc je sais que mon corps, il est pas fait pour faire du muscle rapidement. Donc je Hmm. pourrais pas, même si je voulais, si je me disais, ok, saison prochaine je suis en 73, de un j'aurais Non, une ça mauvaise prendrait du composition temps. corporelle même à 70 kilos, et de deux, c'est un truc qui doit être fait sur plusieurs saisons, et je pense que le moment où je passerai en 73, c'est le moment où je peux plus être en 66. Après, mon objectif dans ma pratique, c'est pas d'être fort, c'est d'être le plus compétitif possible. Et c'est en 66 que je suis le plus compétitif actuellement. Donc pour l'instant, je préfère être en 66. Et il y a un truc aussi, j'ai toujours kiffé être petit, léger, mais fort en même temps. Tu vois, j'ai jamais eu ce truc de vouloir faire 80 kilos comme toi, par exemple. J'ai toujours kiffé pouvoir me dire que j'étais léger mais fort en même temps. Tu vois. Donc pour tout ça, je suis bien en 66. Et ça, c'est un truc Ok. dont on parle, enfin, qui est pas souvent dit verbalement, mais il y a aussi beaucoup de gens qui commencent la compétition et au moment de choisir la KT, choisissent une KT qui soit est pour eux et tant mieux, ou soit n'est pas pour eux, mais dans l'objectif d'éviter certains profils qui, eux, sont déjà compétitifs et qui sont dans le circuit depuis un certain moment. Et, Ah oui, euh, oui, et ça, on n'en parle pas assez, tu vois. vraiment.
Pour moi, c'est la C'est ça, pire c'est mentalité. ouais. Genre ne Euh, pas vouloir être dans une KT parce que il y a tel ou tel, alors que en plus tu débutes, ça n'a aucun sens. Genre ouais. si tu compares ça avec les autres sports, en mode c'est une dinguerie, tu vois. T'imagines, Ouais, tu commences la boxe et tu penses au champion du monde de boxe et du coup tu veux changer de KT et tout, alors que il y a tellement un monde entre ces gens-là, tu vois. Alors c'est que ça. c'est tellement bien d'être sur le plateau avec des mecs trop forts. Ouais, J'aime trop ça, hein. La première fois que je vais aux France, c'est pour faire dernier. Au final, je fais avant-dernier, mais je suis sur le plateau avec des mecs que je considère trop forts. L'année suivante, pareil, il y aura sur le plateau. Bon, il me met tempête, mais juste je suis sur le même plateau, je suis content. Et là, ce que je dis à Marie, c'est l'année prochaine, je vais faire une compète où il y a des gens forts. Où il y a les... Même si je me fais gifler, je m'en fiche. Ça, je trouve ça trop bien. Alors que esquiver la difficulté, alors que mais t'as des oui. ambitions de haut niveau, etc., ça retranscrit pas le bon état d'esprit. Ouais, faut le voir comme une chance en vrai un peu, tu vois. Bah Ouais, ouais. de ouf. C'est trop bien, ouais. De ouf, de ouf. Mais non, en vrai, je pense que ça se fera naturellement, toi, Corentin, si t'étais amené à monter. Ouais, c'est ça. Là, pour l'instant, mon corps, il est fait pour être en 66. Peut-être que dans 5 ans, il sera fait Hmm. pour être en 13, tu vois. Mais pour l'instant, en fait, je suis pas à me limiter. Je suis pas à me limiter en termes de bouffe ou quoi. Je prends le muscle tranquillement et je me dis pas, ok, je reste à tout prix en 66. Juste que là, mon corps fait que. Ouais, Et puis voilà, après, je sais que pour être le plus compétitif, il faut être un peu au-dessus de sa KT. Et c'est même pas mon cas encore. Tu vois, hmm. il y a eu des saisons où j'étais plus gras et du coup, ouais, j'étais à 68,5, 69. Mais là, c'est plus du tout le cas. Et par contre, le jour où je suis plus sec que ce que je suis actuellement et que je suis à 69 kilos, bah là, je serai un 66 optimisé. Mais c'est pas tout de suite encore. Ça va, t'es bien quand même. On a le temps de Ouais, faire c'est ça. encore un peu d'incliné. Ouais. L'incliné, c'est dur, hein. Ah, moi, je mettais des charges d'enfant. Mais je kiffe le décliné, par contre. Ça, c'est marrant. J'ai des bonnes sensations. Mais il y en a eu aussi, Léonard. Ouais, Ouais, j'ai vu ça, j'en ai ouais. eu, j'ai trop kiffé aussi. Ah, c'est trop bien. Ouais. Non, franchement, tout ce qui est bench, c'est trop cool, en vrai. Faut se brancher, bench only. Mais tu sais que je dis à tout le monde qu'un jour, je ferai une compète de bench, hein. Tous mes potes peuvent, Bah, même Léonard les aussi, hein. Ouais, Ouais, moi, j'ai envie aussi. mais dans longtemps. Puis il faut mettre un singlet, c'est chiant. Ouais, en vrai, c'est ça. Faut acheter un singlet et une licence juste pour faire du bench. 3 essais, ouais, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Mais un jour, peut-être. Où il y a des compètes, tu peux faire à 3 chacun un mouvement. Ça peut être marrant aussi. Ah ouais? En FA. C'est quoi? Bah, je sais J'ai pas si jamais on vu a ça. encore. J'ai des potes qui avaient fait ça, c'était à Nantes. Je crois que c'était à Nantes. Où t'avais une compète, il y en a un qui faisait le bench, un qui faisait le squat, un qui faisait le dip. C'est pas mal. Ok. Ah, comme le truc genre en street, il y avait une comp comme ça, où genre Ouais, tu te Ouais, répartissais les mouvements. c'était des duos et t'as les mouvements. C'est pas mal ça. c'était bien aussi. Et toi, Marie, là, tu comptes à faire une petite comp bientôt? Ouais, en power. Trop bien. Tu vises quoi? Tu vises quoi comme échéance? J'ai pas encore d'idée parce que les blocs se passent bien et en fait, bah, là, j'en aurais bien fait une sur novembre, mais bon, novembre, ça a été hyper sportif dans les déplacements. Donc en fait, j'essaie de trouver un créneau un peu calme du côté des compétitions de mes athlètes pour après en trouver une. Mais je pense que dans janvier, février, mars, je vais trouver ce qui me convient. Parce que la plateforme, elle me manque moi aussi, hein. Bah ouais, Ouais. quand même. Et après, je pense que je vais aussi passer sur un changement de KT parce que là, en ce moment, je suis plutôt autour de 65, 66 que 65, 64 pour être un 63. Ok. Et la chose qui me freinait le plus, c'était que je voulais jamais être trop lourde pour monter à cheval. Et je pense que là, même si je veux pas être trop lourde, je pense que je vais voir comment je me débrouille si je veux faire un retour en 63 ou si je reste dans une KT de 60, de moins de 69, mais à ce poids-là, sans me prendre la tête, quoi. Je vais voir. Ok. Et tu vas essayer de viser les minima, quelque chose comme ça? Ah non, ça marche Non, plus comme ça maintenant. Ah si, eh non, il y a quand même. mais enfin si pour le Grand Prix fédéral, tu peux Ouais, viser les ouais. minima N2, N1, mais déjà je pense que sortir les barres que j'arrive à ressortir maintenant à l'entraînement, ce serait cool quoi. Hmm. J'ai ma petite 160 au squat qui m'attend, là. Eh oui, tu vas la Incroyable. faire. Ok. Mais je pense qu'on peut gentiment Ouais, on conclure. va. C'était. Juste pour vous Bah merci prévenir, beaucoup pour l'invitation. merci à toi, Ouais, Marie. ouais, merci. Et je voulais juste prévenir, bah du coup maintenant le podcast il est dispo sur Spotify, donc comme ça vous pouvez faire d'autres trucs en même temps et pas rester sur YouTube. Tu m'as dit que c'était Ouais, important. mettez les 5 étoiles sur Spotify. Ouais, ouais, apparemment c'est important, faut le faire. Bah écoutez, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Insta si Ouais. on veut démarrer un suivi avec toi, Marie? Comment est-ce qu'on fait? Eh ben écoutez, rendez-vous sur Team Butcher sur Instagram. Et non Marie, et non le Ouais, compte.
Et non mon compte perso, s'il vous plaît. Ouais, Parce que sinon, je vais vous répondre directement sur Butcher si j'ai la foi. Mais j'ai pas de mal à ce qu'on vienne me chercher sur mon privé. Mais si j'ai créé Butcher, c'est aussi pour qu'on vienne c'est ça. directement dessus, quoi. Donc, Après, si bah, je suis en public, branchez-vous c'est le jeu Team aussi, quoi. Butcher. Ok, Mais bah, très bien. Bah, écoutez, on va clôturer ici et bonne journée à vous. ciao. Salut, merci.